Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise LVMH, que vous connaissez tous un petit peu. Alors avant de commencer, bien sûr les informations présentées dans cette vidéo ne constituent pas des conseils en investissement, celles-ci sont purement à but éducatif. Je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple amateur. Donc nous allons analyser l'entreprise selon le plan habituel, on va présenter le business de celle-ci, on va se pencher sur les chiffres, on analysera la concurrence, on verra quelles sont les perspectives de développement de LVMH, ensuite une petite note d'analyse technique avant de conclure. Alors pour commencer, donc LVMH que vous connaissez tous, donc c'est une entreprise française, c'est une méga cap qui pèse 346 milliards d'euros. C'est la plus grosse capitalisation européenne et la 18e capitalisation au monde. Euh, si on doit la classifier selon les critères de Peter Lynch, je pense qu'elle fait plutôt partie des stalwarts, c'est-à-dire des piliers, donc les entreprises qui ont une croissance continue et solide, euh, une croissance modérée, hein, on est en dessous des 20% de croissance par an. Alors elle appartient au secteur de la consommation cyclique et plutôt à la sous-catégorie de ce qu'on appelle le luxe. Voilà, c'est clairement le leader mondial sur ce marché-là. La structure de l'actionnariat, eh bien, la famille Arnault possède un peu plus de 47% de l'entreprise. Alors, le business, il est réparti en 5 grandes branches. Première branche qui est les vins et les spiritueux. Une deuxième branche qui est la mode et maroquinerie. Troisième branche qui est les parfums et cosmétiques. Quatrième branche, montres et joaillerie. Et enfin, une cinquième branche qui est la distribution euh, sélective. Donc je vous ai mis quelques exemples de marques que vous connaissez tous. Alors bien évidemment c'est plus étendu que ça et on voit qu'il y a un portfolio de marques extrêmement élevé. En termes de business, enfin en termes de vente, le plus gros marché c'est mode et maroquinerie qui représente 47% du chiffre de vente. Ensuite, on a la distribution sélective qui représente 23%. Hein, donc il y a Sephora, Le Beau Marché, la Samaritaine là récemment qui vient d'ouvrir. Ensuite, vous avez les vins et spiritueux, donc de grandes marques de champagne, cognac et de grands vins, que ce soit en France, hein, Château Yquem, Cheval Blanc, où ils ont des investissements dans le Nouveau Monde, je crois que c'est en Australie et puis Californie aussi. Euh, voilà. Ensuite, parfums et cosmétiques et montres et joaillerie. Voilà, pour 12% et 7% respectivement. Alors juste un petit mot sur la marge opérationnelle de chacune de ces filières. Donc on voit que les business les plus rentables, c'est les vins et spiritueux, qui ont une marge opérationnelle supérieure à 30%, et mode et maroquinerie. Ensuite vient montre et joaillerie qui a un chiffre opérationnel à 17%, marge opérationnelle. Et, et enfin, vous avez parfums et cosmétiques et distribution spécialisée qui sont plus proches des 10% de marge opérationnelle. Voilà. Le business, il est mondialement réparti. Le plus gros business, c'est l'Asie et en dehors du Japon, hein, c'est 34% du business, donc essentiellement la Chine. Euh, voilà. Ensuite, vous avez le deuxième marché qui est le marché américain, et puis le marché européen, et la France pèse encore pour 8% des ventes. Voilà, donc un business totalement mondialisé sur les différents continents. Alors maintenant, on va s'intéresser aux chiffres de l'entreprise. Donc si on se penche sur le compte des résultats, on voit que c'est une entreprise qui est en croissance constante. Alors comme énormément d'entreprises, celle-ci, il y a eu un fort recul des ventes en 2020. Donc bien sûr un abaissement de sa marge sa marge d'exploitation et son résultat net en rapport, mais avec une reprise programmée en 2021 et reprise de la croissance préalable. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, on verra un peu plus tard sur les résultats du premier semestre 2021. Alors maintenant, si on s'intéresse à la profitabilité de l'entreprise, la marge brute est supérieure à 64%.
ce qui fait partie de la définition des MOT, avantage compétitif durable quand celle-ci est supérieure à 40%, marge opérationnelle est à 18%, marge nette est supérieure à 10%. Le retour en equity est supérieur à 12% et le ROIC aussi. Donc des chiffres qui sont relativement très bons. Alors la question qui vient ensuite, c'est une des questions que préfère Warren Buffett, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise possède un moat, c'est-à-dire un avantage compétitif durable. Alors si on s'intéresse aux différents objets de cet avantage compétitif, moi je retiens qu'elle a un savoir-faire inégalé. Hein, on peut dire qu'il y a un certain savoir en fonction des marques. On peut dire ça aussi, par exemple, je sais pas moi, vous pouvez dire qu'il y a un savoir inégalé quand vous achetez une bouteille de Château Yquem, etc. En tout cas, le fond de son business, c'est que par définition, elle offre quelque chose que les autres ne peuvent pas offrir. Et puis ça se traduit aussi par des actifs intangibles, hein, des marques qu'on connaît tous et qui vont traverser les générations. Donc voilà, un mode très fort pour cette entreprise. Alors la situation bilancielle est très bon. On a une entreprise qui est très peu endettée. Voilà, je passe rapidement. Concernant les flux de trésorerie, c'est une entreprise qui délivre un bon free cash flow, qui est en croissance progressive sur les dernières années en moyenne de plus de 12% par an. Actuellement, il y a un peu plus de 6 milliards de free cash flow. Donc là aussi quelque chose de très satisfaisant. Alors maintenant, si on s'intéresse à la valorisation de l'entreprise, celle-ci est plutôt élevée. On a un PER à 36, un PEG à 6,5, en prenant un taux de croissance moyen sur les 5 dernières années à 5,6, mais qui a été impacté bien sûr par la crise sanitaire. Un price to cash flow à 32, donc quelque chose de très élevé, et un VU sur EBITDA supérieur à 40, donc quelque chose là aussi d'élevé. Et surtout si on le compare à l'historique de l'entreprise, hein, cette entreprise elle était aussi très profitable il y a quelques années, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne, que ce soit sur le PER ou sur le VE sur EBITDA. Hein, la moyenne était plutôt autour de 26 et VE sur EBITDA à 14. Et ce que vous voyez sur la courbe de droite, donc en bleu vous avez le PER, donc on voit qu'il y a une explosion à partir de 2020 et idem pour le VE sur EBITDA là aussi à partir de 2020. Donc une valorisation élevée de manière absolue mais aussi relative par rapport à elle-même. Alors maintenant si on s'intéresse si on essaye de calculer en tout cas ou d'approximer sa valorisation intrinsèque, donc ce que l'on fait ici, c'est qu'on part sur le bénéfice par action de 2020, donc qui est de 14,25 €. Je simule différents scénarios de croissance sur les 5 prochaines années, puis un taux un peu inférieur sur les 5 à 10 ans à venir. Ce qui me donne un bénéfice par action terminal, donc que je multiplie ensuite par une valorisation terminale de ce multiple. Donc, en gros, c'est le PER. Donc, à partir de ces deux variables, ça me donne une valorisation terminale que vous voyez dans les différents tableaux en jaune pâle. En fonction, à partir de ce chiffre-là, j'essaye de calculer quel est le discount rate, c'est-à-dire le bénéfice en tout cas la performance que j'attends de cette action par an. Donc moi, sur la plupart des actions que je calcule, j'atteins un retour sur investissement à 10% par an. Alors pourquoi ce chiffre? Parce que si vous faites du stock picking, je crois que l'objectif c'est de surperformer le marché. Vous savez que le marché sur du très 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 long terme délivre environ 7% de performance par an. Donc le but c'est de faire mieux en sachant qu'en plus c'est quand même pas mal d'avoir une petite marge de sécurité. Donc maintenant si on se pose sur ce premier scénario qui est le scénario on va dire médian, donc une croissance du bénéfice par action à 12% sur les 5 prochaines années puis de 8% avec un PER final à 30, donc un scénario relativement généreux pour que cela donnera donc une valorisation terminale à 1100 €. Et donc pour
que j'ai une performance de 10% par an, il faut que je l'acquière à 426 euros. Donc, pour mémoire, actuellement, l'entreprise, elle est autour de 690 euros. Donc, on va se rapprocher de cette valorisation sur le scénario 2. Donc, pour que j'ai en tout cas pour qu'elle me délivre la performance que j'attends, il faudrait qu'elle délivre une croissance de 15% par an sur les 5 prochaines années, puis de 12% sur les 5 années suivantes. Donc quelque chose d'extrêmement, une performance très élevée, ce qui est, à mon avis, même plus élevé que ce qu'attend l'entreprise qui a toujours tendance à être un peu optimiste, et avec un PR final à 35. Hein, donc un PR très élevé et pas si éloigné du PR actuel. Et à ce moment-là, il faudrait que je rentre autour de 680 euros, donc ça pourrait justifier un achat à peu près sur les cours actuels. En revanche, si on est plus pessimiste et que l'entreprise délivre une croissance de 8% puis de 5%, avec un PR terminal à 22, hein, donc quelque chose qui n'est pas qui est pas totalement impossible non plus, hein, une fois qu'on aura quitté le marché exubérant dans lequel nous sommes actuellement, pour qu'elle me délivre, donc ça fera une valorisation terminale à 587 euros en 2030. Et donc pour qu'elle me délivre une performance de 10% par an, il faudrait que je l'achète à 226 euros. Bon, j'ai moyenné ces différents scénarios. Globalement, pour moi, le prix d'entrée de cette entreprise serait autour de 437 euros avec les taux de croissance et les valorisations que j'ai pondérées. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse à la politique de redistribution de cette entreprise, elle a un rendement actuel à 1,53%, un payout ratio qui est quand même élevé à 77%, alors bien évidemment qui est majoré de manière mécanique du fait de la crise sanitaire. Elle ne fait pas partie des aristocrates du dividende. Et puis, puisqu'on voit que l'augmentation du dividende, même si on a une moyenne d'augmentation de 11%, celle-ci n'est pas constante, hein. Elle avait déjà baissé en 2019. euh, et puis, est-ce que l'entreprise a une politique de rachat d'actions? Oui, mais j'ai pas pu trouver l'amplitude. Alors, je sais pas si l'amplitude de rachat d'actions est encore terminée. En tout cas, si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, cela m'intéresse. Alors maintenant, si on s'intéresse à la concurrence, donc j'essaie de la comparer à ces entreprises les plus proches, donc les autres entreprises spécialisées dans le luxe français, donc Kering et Hermès. Et puis, euh, et puis aussi, je trouve toujours intéressant de la comparer à une entreprise un petit peu différente, en tout surtout sur sa taille, qui est Moncler, qui cote sur le marché italien. Donc maintenant, bon, on va s'intéresser essentiellement sur les niveaux de valorisation. Donc LVMH, PER autour de 36, Kering, donc un PER un peu inférieur à 29, Hermès, un PER très élevé à 60, et Moncler, un PER à 39. Le VE sur EBITDA est très élevé, 40 pour LVMH, un peu moins pour Kering à 30, extrêmement élevé pour Hermès qui est actuellement à 82 et à 42 pour Moncler qui est quand même pas trop à rougir de son niveau de valorisation. Bon, maintenant, si on s'intéresse à la marge opérationnelle de ces entreprises, LVMH elle offre une marge opérationnelle à 18%, 24% pour Kering et 31%, plus de 31% Hermès qui est tout simplement énorme, et 25% quand même pour Moncler, donc pas du tout ridicule. Le ROE de LVMH 12%, 19% pour Kering, 19% aussi pour Hermès et plus de 20% pour Moncler. La croissance de l'entreprise, celle qui a développé la plus grosse croissance sur les 5 dernières années, c'est Kering avec une croissance de plus de 25% par an en moyenne, contre 5% pour LVMH, 7% pour Hermès et 12% pour Moncler. Ensuite, ce sont des entreprises relativement peu élevées, sauf pour Kering qui est la plus endettée des trois, mais ça reste tout à fait correct avec une dette sur EBITDA à 1,3. Voilà, bon, le rendement, je passe, pas très, très intéressant. Globalement, si on fait le point, ce qu'on voit, c'est que Kering, moi, me semble comme ça, sur les quatre, quasiment la plus intéressante, car très profitable, un ROE excellent, une croissance, c'est celle qui a la meilleure croissance, et c'est pas celle qui a le plus gros niveau de valorisation. Hermès, je la trouve extrêmement, extrêmement élevée, même si elle est très profitable. Et Moncler n'est pas totalement inintéressante aussi, puisque
elle offre un bon compromis entre niveau de valorisation et croissance. En tout cas, un peu meilleur à mon avis que LVMH, même si c'est pas tout à fait la même taille d'entreprise, bien évidemment. Bon, en tout cas, elles sont toutes, ça reste quand même des entreprises toutes valorisées actuellement. Comme vous le savez, le luxe, il est très très haut. Alors, si on s'intéresse rapidement à la performance boursière de toutes ces entreprises, on voit qu'elles surperforment très largement le CAC 40 et elles ont quand même des performances qui sont globalement bien alignées, hein. On voit qu'il y a une explosion de leur performance depuis 2017-2018 et que toutes elles se sont envolées et qu'elles ont toutes fait plus de 300% de performance. Euh, donc c'est quelque chose de très élevé en 10 ans. Alors les perspectives de LVMH, juste un mot sur les résultats du premier semestre. On voit qu'il y a si vous vous intéressez à la dernière colonne, en fait c'est celle-là qui nous intéresse. On voit qu'il y a quand même un bon rebond, bonne reprise de son activité, puisque celle-ci, si on la compare à 2019, qui n'en est plus de référence que 2020, on est déjà avec une croissance à 11%. Alors c'est des ventes, hein, c'est pas du bénéfice par action, et donc on a quand même un bon rebond, alors qui est hétérogène en fonction des sous-catégories, hein, bien sûr. Distribution sélective, elle est encore impactée par la crise sanitaire, mais globalement on voit qu'il y a déjà une reprise de la croissance euh, malgré l'année 2020. Alors bien sûr, si vous faut la comparer à 2020, il y a un effet de base qui fait que le rebond est spectaculaire à plus de 50%. Donc les leviers de croissance sont aussi les leviers de croissance externes, hein, puisque en janvier 2021, elle a réussi à boucler le rachat de Tiffany's pour un peu plus de 15 milliards de dollars. Tiffany's a été retiré de la côte américaine. Voilà, donc c'est vraiment la politique de l'entreprise. Là, je vous ai mis la liste des acquisitions. On voit que tous les ans, LVMH fait une ou plusieurs acquisitions pour nourrir sa croissance externe, avec bien sûr en plus une croissance organique de fond. Alors maintenant, si on s'intéresse à quelques éléments d'analyse technique, donc si on s'intéresse à la courbe de l'entreprise en régression linéaire, on voit que c'est une entreprise qui a un coefficient de corrélation élevé à 0,82, ce qui peut faire à cet outil quelque chose de relativement valable, hein. Plus proche on est de 1 ou de moins 1, et plus cet outil est robuste, et plus proche on est de 0, et moins celui-ci est utilisable. 0,82 c'est globalement c'est relativement élevé, donc il y a une bonne corrélation avec sa courbe de régression linéaire. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est au-delà de la deuxième déviation standard, hein, et donc extrêmement élevée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va aller retoucher les 329 €, mais c'est que ça veut juste dire que sur du très long terme, elle aura quand même globalement tendance, en tout cas statistiquement parlant, d'aller retrouver la courbe de moyenne sur du très très long terme. Moi, je retiens dans cette courbe que quand on est au-delà de la deuxième déviation standard, les espérances de gain, sans dire que ça va forcément baisser, mais en tout cas les espérances de gain sur cette entreprise me semblent en tout cas limitées. Enfin, c'est un argument de plus en tout cas pour le dire, à mon avis. Sur la performance, donc là sur la courbe avec les chandeliers japonais avec une représentation mensuelle, on voit juste un parcours exceptionnel. Premier couloir de croissance avec une cassure vers le haut avant l'année 2017 et puis de nouveau une explosion au cours de l'année 2020 avec une sortie de rang et une croissance là qui est exponentielle. Alors bon, comme vous savez, hein, les croissances exponentielles en bourse ça n'existe pas. Il y a un moment donné où ça va se ralentir. Et là, tout est la question. Alors, en conclusion, juste avant de conclure et de vous dire ce que je pense de l'entreprise, quelques petites checklists pour voir si on a bien gardé les pieds sur terre après une si brillante analyse. Alors, est-ce que je comprends le business model? En grosso modo, oui, on achète des trucs chers
qu'on pourrait acheter moins cher ailleurs, mais parce que il y a une marque dessus et ce qui fait toute la marge de l'entreprise. Bon, je ne suis pas un spécialiste de marketing de luxe, mais on voit que c'est extrêmement robuste et extrêmement profitable. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? Ça c'est sûr, et même au-delà. Bon, à titre personnel, je suis un consommateur modéré de ces produits, mais ça m'est déjà arrivé de faire un cadeau de Tiffany's ou de me parfumer avec un de leurs parfums, donc oui. Bon, le nouveau frigo, c'est un des conseils de Peter Lynch, hein, c'est de consacrer plus de temps à l'analyse de l'entreprise qu'on va acheter ou qu'on voudrait acheter que sur l'achat de son prochain frigo. Donc après ce brillant topo, je peux considérer que c'est fait. Est-ce que c'est un marché qui va être disrupté? Ben, par définition non. Château Yquem ou les valises Louis Vuitton, elles vont pas être disruptées. Euh, c'est un Moat juste énorme, voilà, c'est une des entreprises qui a un des plus beaux Moat, ce qui justifie sa valorisation élevée. C'est une entreprise qui a une croissance malgré une capitalisation énorme, elle délivre toujours une croissance euh, supérieure à 10% sur le long terme, c'est intéressant. Alors la question de est-ce que c'est un potentiel debugger, je sais pas trop, je suis pas compétent pour répondre. Après, ça voudrait dire qu'elle pèserait plus de 3 milliards et demi d'euros, c'est-à-dire en sachant qu'aujourd'hui la plus grosse capitalisation du monde c'est Apple et c'est 2000 milliards à peu près. Euh, bon, ça paraît difficile, mais est-ce que si on a une poursuite de l'explosion des classes moyennes, notamment en Asie ou dans les pays émergents, est-ce que cette entreprise, elle pourrait pas encore croître, continuer à racheter des marques et puis devenir juste gigantesque? Euh, ouais, c'est pas impossible. En tout cas, bon, en tout cas, je ne sais pas. Je sais que je ne suis pas compétent pour juger ça. Alors, maintenant, les éléments pour LVMH, ben, le MOAT, hein, MOAT juste excellent, la profitabilité, hein, on l'a dit à plusieurs reprises, la croissance, ça reste une entreprise qui délivre une croissance constante et qui est a priori pas prêt de s'arrêter. Et puis on a vu avec cette crise Covid que c'est une valeur refuge, hein. Euh, Elle a chuté, mais elle a moins chuté que les autres, et puis après elle a plus fortement rebondi, donc en plus elle apparaît actuellement comme ces valeurs refuges euh, pour les investisseurs. Les éléments en contre, ben, c'est la valorisation. Pas que ça en fait un élément rédhibitoire, mais c'est que plus la valorisation est élevée, et plus l'espérance de gain est faible. Moi, à la fois sur la valorisation intrinsèque que je calcule, et à la fois sur des données, on va dire, discrètement techniques, qui est la courbe de régression linéaire, il me semble que l'espérance de gain est modérée sur cette entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va baisser, ça ne veut pas dire qu'on va perdre de l'argent. Après, est-ce qu'on va surperformer le marché? C'est toute la question. Voilà. Bon, bien sûr, c'est ni un conseil d'achat ou de pas achat ou de vente, hein. À vous de faire votre propre idée. Je finirai juste sur une citation de Peter Lynch qui dit si vous n'étudiez pas une société en profondeur avant de l'acheter, vous avez les mêmes chances de réussir en bourse que de gagner au poker en jouant sans regarder les cartes. Donc c'est ce que j'essaye de faire ici très modestement avec ce type de topo. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée ou à me faire des remarques dans le cas contraire. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.